séparation de l'Église et de l'État, on ne connaît pas. Désolé. On n'est pas en théocratie pour autant. On a quelques notions de laïcité. Seulement, les curés, les pasteurs, les rabbins sont salariés par l'État. Comme des musulmans veulent construire une mosquée, ils vont voir leur commune, le conseil général de la région et les collectivités territoriales financent, signent un chèque. Ici, en Alsace, donc, la République reconnaît et subventionne les cultes, et cela crée un climat particulier où les religions n'ont pas été effacées de l'espace public et où la question religieuse se pose en tant que telle. Donc, ça va être dur pour vous de nous expliquer que la loi de 1905, c'est la panacée. On en parlera si vous le voulez bien. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Il tient en une seule phrase, que prononce en juin 2014, j'ai été coupé, que prononce une phrase que prononce en juin 2014, en juin de cette année, avec Nicole Kraut sur les ondes de France Inter. Il y a, taisez-vous, il y a un problème de l'islam en France. Et cette phrase, elle vous fait sursauter, elle vous fait réagir, elle vous met hors de nous. Elle témoigne à vos yeux de ce qui est en train de se passer dans le pays, de cette stigmatisation des musulmans. Vous prenez alors votre plus belle plume et vous empruntez un titre à Zola, qui avait écrit pour les juifs, transformé pour les musulmans. Et c'est là la première question. On reviendra par la suite sur Zola et sur ce titre. Mais est-ce que ce titre n'est pas un peu excessif? Est-ce que y a-t-il vraiment quelque chose de commun entre l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus, et l'islamophobie, la haine des musulmans qui disséminent en France ça et là? Merci pour cette introduction. Je vais essayer de vous donner envie de lire ce livre, comme un geste de fraternité. En fait, j'ai écrit il y a un peu plus d'un an, en août 2013, sur Mediapart, un article qui s'intitulait « Pour les musulmans ». Et dont, en effet, la résonance était la découverte que j'avais faite tardivement, car les histoires de l'affaire Dreyfus l'oublient, de ce geste stupéfiant que fait Émile Zola en 1896, 20 mois avant son fameux J'accuse. Et j'ai été frappé quand j'ai découvert ce texte que souvent on ne le rappelle pas. Or, c'est un texte qui va déterminer toute la suite. Et c'est un texte qui rejoint ce qui est la fin de ce petit livre, de cette ligne de crête de raison sensible. C'est un texte d'empathie. Ce n'est pas un texte de la part de Zola sur qu'est-ce que c'est qu'être juif ou la condition des juifs. C'est un cri de colère. Zola est à l'époque un homme, tout ce qu'il a pu installer, riche, l'Assommoir a un très grand succès, il est officier de la Légion d'honneur, il est président de la Société des gens de lettres, et il est très loin des engagements de la cité. Il regarde avec un certain dédain les marigots politiciens de la Troisième République. Il le regarde depuis un journal, Le Figaro, qui est déjà un peu conservateur, mais avec de la plume, de l'ironie, de la moquerie, un petit peu. Et puis tout d'un coup, il brise là. Et il brise là. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio à l'époque, sur ce qu'il entend. Ce qu'il entend dans le petit monde qu'il fréquente à Paris. Et ce petit monde, aujourd'hui, vous l'entendez, vous, dans ces émissions où ces intellectuels médiatiques et les politiciens qui les fréquentent vous parlent. Et donc, ce petit monde, c'est celui où il croise un talentueux romancier, Maurice Barrès, mais lequel, à la fois, a pu écrire
le jour de la dégradation de Dreyfus, que Dreyfus est coupable, je le déduis, de sa race, lequel a pu être candidat à Neuilly, c'est un clin d'œil, à Neuilly, avec une liste intitulée « Contre les étrangers ». Mais il croise surtout quelqu'un qui a aussi pignon sur rue dans tout ce monde-là, dont le livre best-seller du moment a été publié chez Flammarion, qui s'appelle « La France juive », et il en a fait après un journal, La Libre Parole, avec comme sous-titre « La France aux Français », qui évidemment a pour point de départ le bouc émissaire principal, les Juifs, mais qui évidemment ensuite s'en prend à plein d'autres. Par exemple, à cette époque, et cela concerne évidemment l'histoire personnelle de Zola, qui est issu de cette immigration. Il y a un pogrom contre des travailleurs italiens à Aigues-Mortes, et évidemment, la libre parole va dans le sens de ceux qui ont voulu chasser ces travailleurs italiens. Eh bien, cet homme, Édouard Drummond, qui est un des premiers pamphlétaires de l'antisémitisme moderne, cette essentialisation politique sur fond de vieil anti-judaïsme chrétien, il est là dans les salons, il trône. Et donc, Zola, tout d'un coup, dit « je n'en peux plus ». Et il emploie d'ailleurs des mots d'aujourd'hui, il dit « c'est une monstruosité, on est en train de nous plonger dans une guerre dont nous ne sortirons pas ». Il dit même, à force d'agiter cet épouvantail, nous créons nos monstres, nous les produisons. Et donc il fait un texte simplement d'empathie. Il tend une main. Il dit, ce n'est pas possible d'entendre ça. Il écrit en 1896. C'est un moment où tout le monde lui dit, mais c'est une opinion. Mais écoutez, j'ai bien le droit de dire ce que je veux dire sur les Juifs. C'est comme on peut bien critiquer une religion. Ah, écoutez, bien sûr, mais comment vous allez m'enlever mon opinion Monsieur Luc Ferry se pense très intelligent, c'est un philosophe, n'est-ce pas? Mais il a dit encore récemment, mais l'islamophobie, c'est une opinion. C'est une opinion. L'aveuglement, l'essentialisation de l'autre rend crétin, rend stupide. C'est ces aveuglements qui font qu'on peut être très cultivé, très distingué, au cœur de la civilisation, et au bout d'un moment, ne pas voir ce que l'on est en train de faire, ne pas entendre ce que l'on dit. Dans le mot islamophobie, il y a le mot phobie. La phobie, c'est pas une opinion, c'est une peur déraisonnée qui vous prend, qui est physique. C'est comme si on disait l'arachnophobie, c'est une opinion, la peur des araignées. Il suffit de déconstruire le mot pour s'interroger. Qu'est-ce qu'on est en train de dire en disant c'est une opinion? Donc vous pouvez avoir la phobie de ce qui est musulman, de ce qui est assigné à une religion, à une croyance, à une culture, à une origine, à une histoire. Donc, en clair, pourquoi je vous rappelle tout cela? C'est que, je vais revenir sur le livre, le point de départ du livre, la résonance avec cet article de Zola n'est pas l'idée que nous vivons la même histoire, que la suite serait la même. Savoir qu'il y a eu le crime de génocide, savoir que nous avons été le pays, l'Europe, plutôt le continent de la barbarie dans la civilisation, c'est important pour le travail de mémoire. Mais ce qui est le plus important pour l'avenir, c'est de se souvenir de l'engrenage qui a créé l'indifférence, qui a créé le silence, qui a créé le fait qu'à un moment, on ne voit pas ce qui se passe, qu'on n'entend même pas la violence symbolique de certains mots, de certaines phrases, de certains préjugés pour ceux qu'elles concernent. J'ai fait cet article et je ne comptais pas faire de livre. J'ai fait un livre, et vous étiez nombreux ici même quand nous en avons parlé, et certains d'entre vous étaient là, au printemps dernier, qui s'appelle « Dire non », et dont le thème, c'était en effet d'essayer de faire rentrer les monstres de notre époque, les monstres de la haine, de la peur, de la discrimination, tous ces monstres des temps de piétinement, de nécrose, quand le vieux est en train de mourir, mais a du mal à mourir, et que le neuf tarde à naître, bon, les faire rentrer là où ils n'auraient jamais dû, l'endroit qu'ils n'auraient jamais dû quitter nos cauchemars. Et un éditeur, Hugues Jalon, le nouveau patron de la découverte, m'a dit « Mais quand même, ce n'est peut-être pas un hasard, et vous êtes sans aucun doute certains concernés par ça, Hugues Jalon,
Au niveau personnel, je parle toujours de l'empathie, sa compagne, son épouse, vient de Tunisie. Il y a des couples mixtes qui comprennent, qui sentent, qui vivent cela, comme tout le monde peut le sentir. Et donc il me dit, mais tu devrais, c'est très fort, tu devrais en faire un livre. Moi je dis, je ne vais pas rajouter un livre à un livre. Et en effet, un lundi de Pentecôte, en lisant le livre, vous comprendrez pourquoi je souligne que c'est un lundi de Pentecôte. J'entends un académicien nouvellement élu, immortel, devenu intellectuel de référence dans toutes sortes de débats médiatiques, dire, mais c'est là où il faut dire toute la phrase qui me fait bondir, mais pas seulement moi, toute l'équipe de Mediapart, qui est d'origine, d'appartenance, de culture, d'histoire très diverses, et qui est pour l'essentiel composée de jeunes qui ont la trentaine. Et nous bondissons tous, d'ailleurs c'est eux qui me le signalent, et nous sommes les seuls, d'ailleurs, Mediapart, à souligner cela, qui sur le moment, à France Inter, radio publique, ne suscite pas du tout l'étonnement. La phrase exacte, c'est « Il y a un problème de l'islam en France, point. C'est un souci de civilisation que l'on ne peut pas laisser au Front National. » Et vous voyez bien que derrière une formulation bien séante, propre sur elle, comme les salons parisiens que fréquentait M. Zola, avec lesquels ils rompent tout d'un coup, en disant « ce n'est plus possible d'entendre cela ». Vous voyez bien qu'on dit quelque chose, là. On dit c'est un souci, donc c'est vraiment embêtant, de civilisation, ce qui veut dire en clair qu'on est derrière le mot islam, l'essentialisation d'une réalité diverse. Il y a toutes sortes de façons d'être musulman. Je le répète comme un refrain dans le livre, d'origine, de culture, de croyance. Il y a différentes façons de le vivre quand on est croyant et pratiquant. Il y a différentes façons de faire ce que j'appelle un chemin de laïcisation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait ensemble, comment on est présent dans la cité. Et on essentialise islam, musulman, et on dit c'est un problème de civilisation, sous-entendu, il y a une civilisation, la nôtre, qui serait agressée par quelque chose qui nous est extérieur. Donc, j'arrête là parce que j'ai toujours tendance à être trop long. Je voulais juste dire, le livre après emprunte un chemin où il y a une étape sur 1905, on en reparlera si vous voulez. Ce n'est pas un livre donc sur qu'est-ce qu'être musulman, ce n'est pas un livre sur qu'est-ce qu'est l'islam. C'est un livre qui aurait pu s'intituler « Pour la France », « Pour les minorités », « Pour le peuple », pour un peu de sursaut de nous-mêmes. Parce que sincèrement, nous ne pouvons pas continuer à laisser faire ça. Ce livre est sorti il y a 3 semaines. Qu'y a-t-il depuis une semaine dans nos médias et dans nos librairies? Il y a la parole de quelqu'un qui est explicitement raciste, explicitement xénophobe, et dont l'écriture, le propos démontre ce que je dis, qu'à partir du moment où on accepte qu'il y ait un bouc émissaire principal. Dans le cas de l'antisémitisme, c'était l'argent, le capitalisme, Rothschild. Et là, vous voyez bien les désordres du monde, comme si les musulmans de France étaient comptables de ce qui se passe en Irak ou en Syrie, la violence, etc. Et à partir du moment où l'on fait ça sur un bouc émissaire principal, ce sont des poupées gigognes. Derrière l'islamophobe, il y a toujours l'antisémite. Derrière l'antisémite, il y a le négrophobe. Derrière le négrophobe, il y a l'homophobe. Et ainsi de suite. Or, que dit M. Zemmour dans son livre? Je m'arrête là. Il s'en prend aux homosexuels, il s'en prend au féminisme et aux conquêtes des femmes. Après s'être installé dans l'espace public, dans sa critique bien séante de ce qui est musulman et de l'islam. Mais il fait pire. Et c'est là où l'on voit bien que la question de l'indifférence est importante. Parce que c'est ce chemin au présent qui est important. L'origine ne protège de rien. Ce que nous avons été ne protège de rien. C'est ce que nous sommes qui montrera ce que nous défendons vraiment. Éric Zemmour est issu d'une famille juive d'Algérie. Et il en vient à dire aujourd'hui, dans les plus grandes émissions, que le plus grand sauveur des Juifs en France fut le maréchal Pétain, au nom desquels il y eut un antisémitisme d'État, et les 2 statuts des Juifs qui n'étaient pas demandés par l'occupant nazi.
Et il en vient à dire ça tranquillement, à se perdre lui-même. Et donc, je vous le dis avec un peu d'émotion, parce que j'ai tout simplement fait ce livre pour tendre la main, pour briser ce silence, pour inviter nous tous, dans la diversité de nos histoires et de nos appartenances, à reprendre un autre chemin. Un chemin où nous nous occupons des vrais agendas, les questions sociales, les questions démocratiques, ce que nous avons en commun. Et pour dire qu'au bout du compte, ce ressassement, ce piétinement depuis 25 ans, depuis 30 ans, où l'on nous met cette question des musulmans au cœur de l'agenda, n'a rien résolu de tous nos problèmes, nous a foutu le bourdon, nous met en guerre les uns contre les autres, nous met la peur au cœur de nous-mêmes. Et cela va continuer, et cela va produire nos monstres, en effet, qui vont revenir dans cette société ouverte, et qui vont nous faire peur, encore plus peur, et qui vont donner raison à la peur. Et nous allons nous perdre si nous continuons avec cela. Nous allons être en guerre les uns avec les autres. Donc il faut casser cela. Et pour cela, il faut d'abord tendre la main à ceux qui sont le bouc émissaire dans l'idéologie, dans la parole, dans la bienséance du moment. Voilà, j'ai tout simplement fait ce livre d'abord pour dire ça. Après, on va en parler, c'est un chemin, j'allais dire, de raison sensible. Mais j'ai d'abord voulu faire ce geste-là, tendre la main, qu'ils ne soient plus seuls à écouter ces paroles qui les assignent, qui les immobilisent, qui les figent. Voilà, c'est tout. Et encore, vous n'avez pas tout dit, parce que dans son prochain livre, Éric Zemmour précise les choses. On ne sait pas pour l'instant si le maréchal Pétain était ashkénaze ou séfarade. Il y a quelque chose dans votre discours. Dites, critiquer une religion, c'est pas une opinion. C'est le retour du blasphème. Quand je vois les unes de Charlie Hebdo, où le pape encule un petit gamin, où le Christ sur une croix a une pendaison papa, ça c'est permis. Mais les caricatures du prophète, c'est pas permis. Donc, je vais vous dire très... Est-ce qu'on peut un peu respecter les ultra-laïcards, les bouffeurs de curés qui veulent varier simplement leur déjeuner et manger à midi de l'imam, le soir du rabbin, et faire un petit encas avec du curé? Je vous remercie vraiment de cette question directe. Parce que c'est, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, j'ai bien compris, le chapitre sur la loi de 1905 est justement un chapitre là-dessus. En clair, c'est un chapitre, et après j'explique, à la fin, moi je ne suis qu'un Français parmi d'autres, d'où je parle, façon de montrer que nous sommes tous brassés, mêlés dans nos itinéraires et dans nos histoires. Moi je parle d'une histoire personnelle, d'une position personnelle, d'un engagement personnel qui n'a jamais été celui du laïcisme sectaire, qui n'a jamais été celui de l'anticléricalisme, qui est pour moi une diversion des questions véritables, des questions sociales et des questions démocratiques. J'en donne dans la foulée de diverses références, et notamment d'un historien que j'estime grandement, qui était un chrétien de gauche, Henri Guillemin. J'en donne quelques références. Cela va de Robespierre à Jean Jaurès, mais si vous les trouvez insuffisants, ou si vous cherchez des références plus radicales, cela va de Lénine à Trotsky en passant par Rosa Luxembourg. C'est un peu à droite. qui tous voilà, n'ont jamais considéré que c'était la question essentielle. C'est le mot de laïcisation que j'emprunte. Je ne crois pas que les décisions autoritaires par rapport à la pratique, l'affirmation dans l'espace public ou dans son chemin personnel d'une croyance soit quelque chose que l'on doit soutenir. Il faut même se rappeler quand même qu'au XXe siècle, les régimes et les idéologies les plus meurtrières pour l'humanité furent en Europe des régimes sans Dieu. Je pars à un moment de cette phrase de Marx
que parfois, à gauche, l'on cite comme un mantra. Ah, la religion, c'est l'opium du peuple. Et on la cite sans la connaître, sans connaître son contexte. C'est une phrase du jeune Marx de 1844. À l'époque, l'opium arrive, ces substances qui, au fond, permettent d'échapper à l'ordinaire, arrivent dans des milieux mondains, minoritaires, comme une façon de s'échapper dans la crise romantique, avant qu'il y ait le printemps des peuples et les révolutions de 1848. On n'aime pas trop l'époque, on est un peu triste, on a l'impression que c'est le brouillard, le fog. Donc voilà, hein, on se fait fumer d'opium. Et donc, ce n'est pas l'opium au sens l'abêtissement, c'est l'opium au sens l'échappée. Et c'est là que toute la citation est importante. Il dit, c'est le soupir de la créature sans espoir. Lui, il est contre les idéologies religieuses. Mais il dit, quand on est dominé, quand on est opprimé, quand on vient, on n'a pas d'autre richesse que le peu de transcendance, de spiritualité que l'on a, vous allez en plus leur enlever ça. Vous allez en plus les priver de ça. C'est ce qui s'est passé, ces jeunes élèves brillantes qui avaient un foulard, on leur a dit, vous allez devoir quitter cette école commune, et d'autres, et ainsi de suite. Et donc, cette phrase de compréhension de la religion est importante. Je suis, dans mon histoire personnelle, areligieux. Ça veut dire, je dis bien areligieux, ça veut dire que je ne professe pas un athéisme militant et je n'ai aucun mépris sur ceux qui ont besoin ou qui ont choisi des transcendances. Mon père a été élevé dans le catholicisme, ma mère a été élevée dans le protestantisme, je suis le premier plénel non baptisé. Et au purman. Pas au purman. J'ai connu la créolisation de mon enfance martiniquaise avec un petit peu de rite animiste, le quimbois, qui est le vaudou de là-bas. J'ai connu l'islam tolérant de l'Algérie de ma jeunesse. Et j'ai fait ma vie avec la femme de ma vie, qui est issue de l'immigration juive d'Europe centrale. Et je suis un pur enfant de l'école laïque républicaine. Voilà, je suis tout cela. Et ce que ça produit pour moi, c'est cette idée qu'il m'importe plus ce que nous faisons ensemble que ce que nous croyons séparément. Et donc, les caricatures, par exemple, je ne suis pas particulièrement un amateur des facilités des bouffeurs de curés, de Charlie Hebdo ou d'autres. Je trouve ça très facile, très aisé. Et pourquoi je rappelle 1905 ? C'est parce que je veux rappeler cette scène originelle dans un contexte qui est celui que je rappelais de M. Zola et d'autres. Je dis M. Zola comme hommage, hein, parce que ça va lui coûter beaucoup, hein, et ça va, on le sait par de jeunes historiens depuis, lui coûter sa vie, parce que probablement que le poil qui rue de Bruxelles l'a tué, tout fait, il y a eu un fumiste anti-Dreyfusard qui était passé avant et qui l'avait probablement bouché. Je fais juste une petite parenthèse. Il a rompu avec son monde, hein, et il a fait cela, ce geste-là, qui reste, on en est très fiers, hein, J'accuse fait le tour du monde, mais n'oublions pas, et n'oublions pas que la tentative d'assassinat de Dreyfus a lieu par un anti-Dreyfusard le jour où Zola rentre au Panthéon. Un anti-Dreyfusard essaye de tirer une balle de pistolet qui va juste le blesser. Et je reviens à 1905. Ces 4 hommes que je cite, et c'était ma spécialité au début de mon métier de journaliste, c'était ces questions scolaires. J'ai fait un livre sur l'État et l'école en France, la République inachevée, etc. 4 hommes. Un qui venait de l'extrême gauche, Aristide Briand, et qui sera le plus longtemps et plusieurs fois ministre de notre Troisième République, ministre des Affaires étrangères. Un, Jean Jaurès, que vous connaissez. Oui, et Jean Jaurès, que vous connaissez, avec son arrière-pensée, où il n'était pas contre cette part de transcendance, même s'il n'était pas pratiquant. Et Ferdinand Buisson, autre futur prix Nobel de la paix, et Francis de Pressensé, premier président de la Ligue des droits de l'homme, qui tous les deux avaient comme caractéristique d'être protestants. Je dis ça, voilà, qu'est-ce qu'ils inventent là ? Ils inventent cette idée qu'il faut sortir de la querelle religieuse. Ce n'est pas une loi de guerre contre la religion, la loi de 1905.
C'est une loi pour sortir justement de ce piétinement de la République dans les querelles religieuses, justement celui des bouffeurs de curés, ceux qui disent suce au corbeau noir. C'était comme ça qu'ils parlaient, les corbeaux noirs, comme on entend parler parfois de certaines de nos compatriotes qui portent un foulard, alors que si vous regardez bien, souvent, porter le foulard, il y a de l'élégance, il y a le choix des deux tissus, de comment on s'apprête et tout. Regardez bien, vous verrez bien qu'il y a autre chose qui n'est pas simplement. Regardez bien, acceptez cela, de voir cela. Mais je dis ça juste. J'accepte aussi. Mais je dis, ouvrez les yeux. Je dis, voilà, bon, mais ce que je veux dire, ce que j'ai juste dire, c'était une provocation sensible liée. Une stagiaire qu'on a eue à Mediapart, et pendant la semaine où elle était là, c'était probablement la plus apprêtée et la plus élégante des jeunes femmes de Mediapart. Tout ça pour déconstruire le préjugé. Après, chacun fait son chemin. Qu'est-ce que je veux dire? J'en reviens à 1905, et là, peut-être, je vois, vous allez me retrouver. 1905, c'est l'idée, il faut sortir de cela, il faut reconnaître la place de tous les cultes minoritaires, d'où le pluriel, loi de séparation des églises et de l'État. Les protestants et les juifs ont leur place dans la République, le protestantisme et le judaïsme, autant que le catholicisme. Autant que le catholicisme. Il n'y a pas de hiérarchie entre les trois. Mais surtout, et je rappelle les citations de Jean Jaurès, et je rappelle les citations d'Aristide Briand, il faut passer à autre chose, à la journée de travail, à la question des retraites, à la question du logement social, à ces questions qui rassemblent, qui unifient, qui sont au cœur. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Dans l'Église majoritaire, assez conservatrice dans sa hiérarchie, et très liée idéologiquement aux idées parfois de ce laboratoire, de ce qui a été les théories, qui sont toujours celles de l'extrême droite d'aujourd'hui, les théories de l'inégalité, de la hiérarchie entre les humains, et ça peut être fait avec talent, Maurras n'en manque pas. L'action française, donc, les femmes, les hommes, les hommes sont supérieurs aux femmes, des peuples sont supérieurs à d'autres, des religions sont supérieures à d'autres, des civilisations sont supérieures à d'autres. Le problème, c'est quand ces idées intellectuelles deviennent une force politique. Et quand elles deviennent une force politique, c'est une force politique potentiellement très destructrice, voire meurtrière, et qui s'affronte à quoi? À notre promesse républicaine, qui est celle du droit naturel. L'égalité des droits et des possibles. Pas de distinction selon l'origine, selon la race, c'est présent dans la Constitution de la 4e République, mot d'époque, selon l'apparence, selon la croyance. Nous sommes au départ, et on pourrait ajouter selon le sexe. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là? La hiérarchie conservatrice, elle n'est pas contente. Et elle va alimenter toujours cette bataille contre la République. Mais le peuple catholique, qu'est-ce qui va se passer en lui? Il va comprendre la voie qui est offerte. La voie de laïcisation, qui n'est pas la loi de l'assignation autoritaire. Il va comprendre qu'on lui dit tu peux venir avec ta croix, avec ce que tu es, avec tes pratiques religieuses, mais c'est ta croyance, c'est ce qui t'appartient, mais maintenant on va voir ce qu'on fait ensemble. Et ça donne quoi? Le mouvement Le Sillon de Marc Sangnier, l'approfondissement du catholicisme social, de l'enfouissement. Les prêtres ouvriers, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, témoignage chrétien. Mon ami Jean-Pierre Mignard, qui est mon ami depuis 40 ans, qui est l'avocat de Mediapart, le mien depuis tout le temps, qui me défendait ici même en Alsace quand j'ai été puni pour défendre les droits des soldats à l'armée. Vous avez vu que depuis, la Cour européenne des droits de l'homme demande qu'ils aient des syndicats.